On est avec Noémie, Bureau civil, Hugo Latulippe et Catherine Aubin pour parler de décroissance. Oh. Bienvenue à Hôtel Central. Vous aimez la décroissance, vous autres, fait que je vous ai servi un super bon verre d'eau. J'aimerais savoir comment ça se fait que tu t'intéresses à la question de la décroissance, comment c'est venu dans ta vie? La décroissance, c'est venu à force de militer pour justice sociale, pour l'environnement, tout ça, m'intégrer dans des groupes, puis finalement de ne pas trouver réponse à ma question, puis de creuser la question plus profondément. Donc, pourquoi on est dépendant d'un système qui finalement est mortifère, donc qui détruit la vie. Rien de moins. Rien de moins. Anarchie! Oui, puis non. C'est un petit peu plus complexe que ça. Mais bref, en m'intéressant à la question, je suis tombée sur des livres, des écrits. Je trouve que la décroissance permet d'avoir des solutions qui soient vraiment globales et systémiques à ce maintien d'illusion-là qu'on peut croître de manière infinie. OK. Fait que, dans le fond, si tu avais à le définir, ce serait ça. Ce serait un recul par rapport, finalement, à une course effrénée de l'achat, toujours, constant. Bien, en fait, la décroissance, je vois plus ça comme répondre à la question de comment avoir accès à une vie qui est bonne. Une vie qui est bonne par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres. Les autres, c'est qui? C'est les êtres vivants, humains et non humains, par rapport à l'environnement. Puis tout ça en diminuant notre empreinte écologique, en diminuant les injustices globales, parce qu'on vit vraiment carrément sur le dos de personnes chez qui on entretient de la misère humaine, puis qu'on détruit l'environnement ici. Puis aussi de réduire notre aliénation puis notre asservissement à ce système-là. Donc, c'est ça, la décroissance, pour moi. C'est assez... Quand on rentre dans un thème comme la décroissance, là, on utilise des mots qui sont assez... c'est radical. Qui remettent en question notre culture, en fait. OK. Tu sais, c'est... Notre culture, la culture occidentale, est liée à au système économique. L'idée de ne pas grandir nous apparaît à peu près impossible. On a grandi dans ce système-là tous, donc on imagine mal comment ça peut s'arrêter. Ça fait partie de notre culture, puis moi je pense, comme Noémie, qu'il va falloir rapidement remettre cette chose-là en question, parce que cette chose-là se nourrit de l'extraction des ressources, essentiellement. Puis on sait que du 100% des ressources qu'on va extraire de la Terre pour se nourrir, fabriquer des voitures, des maisons, etc., on n'utilise que 20-22%. Le reste, c'est des déchets. On est extrêmement inefficace dans notre production. Donc, sachant que la Terre est finie, on ne peut pas avoir un système, une culture qui est infinie. Tu l'as dit, un système ou une culture. À la base, au fond, ce que vous remettez en question, c'est le capitalisme, purement et simplement. C'est notre système économique. Moi, j'hésite à parler du capitalisme, bien que ce soit de ça qu'on parle. T'hésites à en parler, bien que ce soit de ça qu'on parle. C'est parce que le 20e siècle, au fond, il y a eu deux forces à l'œuvre, le communisme et le capitalisme, puis on a souvent l'impression, en tout cas dans la bouche des néolibéraux, on oppose le communisme nécessairement au capitalisme. Je pense qu'il faut dépasser ça. Ce que tu expliques là, c'est que ce que tu n'aimes pas, c'est le raccourci que les gens font. Si moi, je viens de dire là que vous êtes plutôt anticapitaliste, vous êtes contre le capitalisme, ce que vous avez l'impression, c'est que les gens tout de suite pensent « Ah, c'est des communistes, c'est des communistes. » Exactement. Mais quand tu es rendu avec le président du Fonds monétaire international, Joseph Stiglitz, prix Nobel de la paix, qui dit « Il y a un problème avec la notion de croissance ou avec la notion de PIB », on n'est plus dans des anarcho-communistes qui vivent à Eugene, Oregon, là, tu sais. On est dans le mainstream. Okay. C'est les gens cartésiens qui disent ce système-là peut pas. C'est ça. On peut pas survivre dans ce système-là. Ça vient accréditer, dans le fond, les théories auxquelles vous adhérez.
le fait que quelqu'un d'aussi impliqué dans la politique monétaire mondiale a quand même eu cette réflexion-là publiquement, là, comme quoi on ne pouvait pas penser à la croissance éternelle. Ça s'applique de façon plus concrète dans ton quotidien à toi. Bien, en fait, qu'est-ce qui est très intéressant dans la décroissance, c'est que ça permet de produire moins, donc de consommer moins, donc de travailler moins au niveau rémunéré. Donc, grâce au fait que je vis dans la décroissance, j'ai besoin d'un seul salaire pour ma famille de 4. OK, attends. Excuse-moi, mais parce que là, tu dis que tu as besoin de moins travailler, mais dans le fond, pour expliquer un peu, c'est que toi, tu n'as pas d'emploi comme tel. Tu travailles, dans le fond, à tous les jours sur ta fermette, c'est ça? Exactement. Donc, en n'ayant qu'une seule personne qui travaille à l'extérieur et que moi, je me consacre à notre fermette et à notre autosuffisance, bien, c'est ça, c'est que ça m'ouvre la possibilité de me dégager du temps pour une vie en communauté. Donc, m'occuper de ma communauté à Saint-Valérien. Ça me permet de dégager du temps pour mes enfants, donc pouvoir me permettre de vraiment être avec eux dans le moment où est-ce que ça compte pour vrai et d'être autosuffisant un moment donné dans ma vie. Toi, tu as une fermette avec ton chum, tes enfants, mais une fermette, moi, de ce que j'ai compris, là, puis je suis peut-être naïf, mais j'ai vraiment l'impression que c'est énormément de travail. Tu te lèves pas à 4 heures du matin à tous les jours pour te coucher raquée, complètement morte avant le coucher du soleil. Bien, c'est beaucoup de travail, mais c'est tellement gratifiant. Contrairement à si j'avais à travailler dans une usine où est-ce que je serais seulement comme un point d'engrenage qui fait tourner la roue de l'économie pour permettre à quelqu'un d'autre de faire de l'argent un peu sur mon dos, sur le dos de la société, sur le dos de la communauté. J'ai l'impression d'être tellement plus reconnaissante de ce que je fais. Mes enfants adorent ma bouffe. Ma communauté me connaît. On peut se fier sur moi pour toutes sortes de projets qui sont communautaires. Donc, je connais les gens autour de moi. J'ai une vie sociale tellement enrichissante malgré la pandémie. Okay, c'est quand même super intéressant parce que je sais qu'il y a des gens, pas moi, là, mais il y a des gens qui pensent que, en fait, vu que toi, tu es dans la décroissance, puis tu as une fermette, puis c'est pas toi qui travailles, que tu restes à la maison, puis tu fais rien. Mais dans les faits, ce que je comprends, c'est que tu es extrêmement impliqué dans ta communauté. Puis ça, c'est vraiment pas tout le monde qui fait ça au quotidien, là. Exactement. Puis bon, là, on se reparlera du pognage de derrière, là, mais j'ai vraiment beaucoup de travail chez moi, mais ça reste un travail archi gratifiant. Je veux dire, oui, je me lève à 6 heures du matin tous les jours pour aller faire mon train de poule, faire mon train de lapin, m'occuper de ma serre, m'occuper de mon jardin, récolter les légumes, gérer tout ça. C'est sûr que j'en ai plein les bobettes, comme on pourrait dire, mais j'aime ça. Puis je fais ce que j'aime. Puis c'est pas donné à tout le monde de dire qu'on fait ce qu'on aime. Mais ça serait pas possible si tu n'avais pas un conjoint qui, lui, finalement, amène un salaire à la maison. Bien, c'est sûr que je pense que ce projet-là, c'est un projet qu'on fait à deux. C'est un projet qui nous unit. Je pense que je serais pas nécessairement dans cette bulle-là si j'étais même avec quelqu'un d'autre. Là, c'est nous, on a fait ça ensemble pour développer ça, pour développer cette fermette-là. Mais je pense que c'est à la portée de tous. Okay. De se dire un jour, OK, on réévalue notre budget, on réévalue c'est quoi qu'on a de besoin fondamentalement pour vivre, puis qu'est-ce qu'on est capable de faire chez nous, qu'est-ce qu'on est capable de faire sur notre terrain. C'est important, la décroissance. Je te dis pas, là, de te faire pousser un gros dread pis de puer, là. Je te dis de slacker. Pas besoin de 4 chars, t'en as besoin d'un. T'as même pas besoin d'un char. Achète-toi des beaux rollerblades avec 5. Ça roule, ça, mon chum. Ben, c'est sûr qu'on a toujours nos petites cochonneries à la maison, tu sais. Je pense à mon pogo stick, j'ai acheté ça pour rien. Je me suis acheté un beau kit de magicien pour aller dans les fêtes pour enfants, personne m'invite. Sinon, mon pressail, une affaire pour faire du jus de citron. Paye ce citron, t'as pas besoin de... Paye avec ta main. Veux-tu te dire ce que ça nous prend minimum? Une paire bobette, une chemise, un ouvre-canne, un couteau suisse,
Peut-être un petit plant de houblon, des raisins, des patates, une coupe de graines de tomates. Toujours sur toi, t'en plantes. Un fusil, du fil de fer pour faire des collets, puis 2 planches. Traverser si jamais t'as un gros fossé. Une TV, une cigarette, une bière, une canne de thon, peut-être un pita si t'aimes pas le thon sec, puis mon équipement pour faire du son. That's it, that's all. C'est ça la décroissance. Slack! Y a-t-il quelqu'un d'entre vous qui a des plans retraite? C'est pas facile, hein? Personne. Là, il y a l'État qui est là, qui, avec l'effort collectif des gens qui, eux, ne font pas partie de la décroissance, travaillent à tous les jours, ramassent des sous, vont finalement contribuer à votre portefeuille de retraite. Mais là, tu caricatures un petit peu parce que décroître, ça veut pas dire pas travailler. D'ailleurs, Non. Catherine en est la preuve. Oui, oui. Travailler à produire de la bouffe, c'est beaucoup de boulot. Les féministes disent depuis très longtemps qu'il faut accorder de la valeur à s'occuper des enfants, produire la nourriture, s'occuper de la maison. Donc, tu sais, c'est du travail, ça. Puis moi, je trouve que ton histoire, Catherine, est une belle métaphore, en fait, de où on en est collectivement. C'est que, effectivement, il faut un plan de transition. Puis votre plan est un peu un plan de transition. Ton chum va, pour l'instant, travailler d'une certaine façon dans l'économie plus traditionnelle. Toi, tu assures le début d'un autre monde, quelque part. Puis c'est comme ça qu'il faut le voir collectivement aussi. On n'arrivera pas, on ne changera pas le monde comme ça de manière magique. Mais je pense d'aspirer à, retrouver les connaissances qu'on a déjà eues, que nos grands-parents avaient, produire de la bouffe, bâtir des maisons, réparer des affaires. Il faut se réapproprier ces savoirs-là pour ne pas dépendre toujours des autres. C'est ça aussi, l'autonomie. On parlait d'autonomie puis de liberté. Parle-moi du groupe dont tu parlais, le collectif. C'est quoi son nom déjà? Oui, c'est Polémos. OK. Donc, c'est un groupe bénévole, justement, de personnes qui vont vulgariser des études scientifiques ou qui vont produire même des études pour démocratiser, justement, le discours de la décroissance, donc le mouvement de la décroissance à la population. Donc, c'est vraiment donner accès à ces notions-là, sortir de la boîte, montrer à la population qu'il y a autre chose que le capitalisme puis le système établi qui puisse être possible. Parce que là, on nous maintient dans l'idée qu'il n'y a que cette forme-là qui puisse fonctionner. De quelle façon est-ce que ces informations-là sont diffusées? C'est quel genre de plateforme? Comment... Bon, alors c'est technique, c'est sur Internet. Alors évidemment que c'est pas parfait parce que ça dépend quand même de données puis de technologie. Mais par contre, il n'y a pas de diffusion sur les GAFAM. Donc c'est vraiment sur le site web de Polémos, puis dont Yves-Marie Abraham fait partie. Guérir du mal de l'infini là, de Yves-Marie Abraham, c'est un livre que tout le monde devrait lire. C'est très simple à comprendre. Puis pour moi, Yves-Marie Abraham enseigne au HEC. C'est un esprit cartésien. C'est pas quelqu'un qui est en train de rêver à quelque chose. C'est quelqu'un qui prend acte des réalités puis qui dit, ben voici un plan pour transformer notre monde. Ça fait longtemps là, qu'on sait que la planète est plus capable de supporter ce mode de vie-là. Il faut qu'on mette des plans en œuvre, que les gens intelligents et de bonne volonté se mettent ensemble pour dire comment est-ce qu'on va façonner le monde qui vient. Puis je trouve que la COVID nous force à avoir un questionnement, notamment au point de vue alimentaire. On a appris depuis le début de la COVID que le Québec exporte plus de ressources alimentaires qu'on en importe. Donc, on est pas pire au niveau de la souveraineté. À cette heure, il faut commencer à s'organiser pour faire plus, pour faire mieux. C'est sûr qu'on ne produira pas des oranges demain matin, mais peut-être qu'il faut se sevrer des oranges un petit peu. Clairement. Non, ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'avancées possibles au niveau du bioalimentaire ici au Québec. Il y a des plantes, des sortes de petits fruits qui peuvent être utilisés, qui devraient être utilisés plutôt que certains agrumes qui viennent de très, très loin. C'est certain. C'est un excellent exemple. Moi, je crois beaucoup à la multiplicité des stratégies, tu sais, puis des niveaux. Il y a des défricheurs qui font le travail sur le terrain. Tu sais, la production alimentaire, c'est un bon exemple. Ensuite, au niveau régional, tu as par exemple le projet de Fab Région, ici dans le Bas-Saint-Laurent, où on dit, comme région, on aspire à plus d'autonomie manufacturière, alimentaire puis énergétique. C'est un bon projet. Je pense que le politique, que ce soit au niveau du Québec ou du Canada, doit suivre, mais il ne faut pas s'attendre à ce que le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec
fasse la révolution tout seul. Tu sais. Parle-moi de Fabre-Région pendant qu'on est là-dessus. J'aimerais t'entendre parce que tu as associé le projet de Fabre-Région à la décroissance. Je veux savoir, c'est quoi, premièrement, pour toi, le projet de Fabre-Région? En fait, la Fabre-Région, c'est un réseau. Il y a 50 Fabre-Régions ou villes dans le monde. C'est Barcelone qui a été la première. L'idée générale, c'est de dire on va être autonome en production alimentaire, manufacturière et énergétique en 2050. Ça apparaît assez loin, tu sais, sur le champ sur le terrain des changements climatiques. On parle généralement de 2030 parce qu'on est pressé, on veut que ça change vite. 2050, ça paraît loin, mais pour rallier les modérés, les sceptiques, ben ouais, on a choisi cet horizon-là. Mais c'est de dire comment est-ce que régionalement on peut être autonome dans ces 3 champs d'activité-là, donc importer moins, générer moins de GES, évidemment, puis favoriser une économie locale. Puis comment un citoyen embarque là-dedans ou peut s'informer là-dessus sur le projet de Fabre-Région? Bien, la première phase de ce projet-là, c'est de faire l'inventaire de ce qui existe déjà. Tu sais, comme disait Catherine, c'est à l'œuvre, là. La décroissance, elle est à l'œuvre. La transformation de l'économie, il y a des gens qui la font à tous les jours, à force de bras puis d'idées. Ça fait que, il y en a des projets à la grandeur du Bas-Saint-Laurent déjà. Fait que de faire l'inventaire de ça, puis après de dire comment est-ce qu'on peut monter les marches pour faire mieux sans croître. Mais tantôt, c'est drôle parce que tu as eu un grincement de dents. Ton projet inclut l'autosuffisance industrielle, si j'ai bien compris. Manufacturière. Tu as eu un grincement de dents quand on a parlé de technologie. Est-ce que dans ta vision de la décroissance, la technologie, c'est mal? Est-ce que c'est mal? Non, parce qu'il y a plusieurs niveaux de technologie. Il y a des technologies beaucoup plus résilientes que d'autres. Je pense que le piège, c'est d'oublier de s'arrêter, de s'asseoir, de se dire qu'on doit viser la sobriété parce que c'est pas soutenable de continuer au rythme où on va. On ne doit pas être piégé dans la fuite en avant technologique non plus, dire qu'on va encore avoir un moyen technique qui va nous sauver des problématiques qu'on crée depuis le début avec des technologies toujours croissantes. Parce que, historiquement, finalement, on a toujours réussi à être plus efficace. Mais plus on est efficace, plus on utilise la technologie, plus on va chercher des ressources, plus on pollue, plus on détruit des écosystèmes, puis qu'on exploite des humains aussi. Donc, il faut vraiment doser trouver les technologies qui sont utiles, qui sont essentielles finalement et qui sont le plus résilientes possible. Donc, des technologies, par exemple, qui soient réparables. Puis, les technologies vertes, il ne faut pas tomber dans le piège non plus. Elles ne tombent pas du ciel, ces technologies vertes-là. Elles sont fabriquées avec des matières qui sont en raréfaction, qui sont difficiles à aller chercher ou qui induisent des problèmes géopolitiques. Donc, c'est hyper complexe. Alors, puis c'est quelque chose aussi qui est un peu ethnocentrique parce que qui a encore accès à ces technologies-là? Bien, c'est ceux qui ont induit le système capitaliste à toujours être en expansion puis à détruire ailleurs beaucoup plus que chez soi, finalement. Tu as l'impression qu'une décroissance au niveau technologique est quand même possible? Oui, tout à fait. Ça fonctionnait très bien jadis aussi avant qu'on ait les téléphones puis les voitures qui étaient plus intelligents que nous. Alors, je pense que c'est quand même réaliste de revenir à un niveau qui soit raisonnable. Puis c'est aussi, on est beaucoup dans les chiffres, hein, dans l'empirisme, mais on oublie fondamentalement des questionnements qui sont simplement moraux et éthiques. Est-ce que c'est moral et éthique de continuer comme on le fait? Je pense que juste en s'arrêtant à cette question-là, on a la réponse aussi. Puis je pense que le mot sobriété est vraiment fondamental. Il faut se questionner individuellement et collectivement sur notre manière de vivre, puis arrêter d'opposer, en fait, d'associer le capitalisme, pour reprendre ton terme, au plaisir, puis d'opposer la sobriété, d'y opposer la sobriété. Je pense que le plaisir, il est aussi dans produire sa bouffe. Totalement. Moi, c'est un empowerment. Je vis tellement bien depuis qu'on est sur notre fermette. J'ai jamais mangé aussi bien depuis que je produis ma propre nourriture. Je veux dire, la tomate que je vais cueillir ou la courge que je vais cueillir, je veux dire, c'est la meilleure du monde, mais ceux qui ont des jardins, c'est la meilleure du monde parce qu'on a un contact réel avec la plante qu'on fait pousser puis qu'on fait grandir. Puis
c'est bon. C'est bon, c'est frais. Les œufs sont bons, c'est frais. Je veux dire, moi, je suis une omnivore bienveillante, là. C'est comme ça que je me décris en général parce que, oui, je suis incapable de devenir végétarienne dans la vie. J'adore manger de la viande, mais j'en mange beaucoup moins depuis que je produis ma propre viande. Mais quand que je la produis, quand je l'abats, quand je la cuisine, je veux dire, mon lapin, là, je fais la semaine avec mon lapin. Donc, j'en produis moins de viande. Mais clairement, on le sent, là, tu le vis, t'as trouvé un bonheur là-dedans. Est-ce que tu penses que la décroissance est un secteur en croissance? Tout à fait. mais tout à fait. Puis le défi aussi, c'est d'avoir la tribune pour parler de la décroissance parce que ça va à l'encontre du système établi. Donc, c'est sûr que les tribunes conventionnelles, les médias conventionnels vont être plus frileux à aborder cette question-là. Donc ça, je pense que c'est un des énormes défis. Puis aussi, les tenants du discours classique écologique qui ont la tribune, bien, ils vont beaucoup vers le discours du développement durable, des petites mesures, du poids qu'on met sur les individus plutôt que de remettre en question au complet le système de pourquoi ça fonctionne pas. Donc, oui, il faut qu'il y ait une croissance dans la décroissance parce que la décroissance, c'est la croissance de sens aussi. Puis c'est La croissance du sens. la croissance du sens. Les sociétés ont beaucoup de maux, de mal-être avec le système dans lequel on vit. La consommation d'antidépresseurs, Ouais. d'anxiolytiques a jamais été aussi grande, puis elle est en forte croissance. Il y a des raisons à ça. Ce système-là nous rend fous. Fait que quand tu disais, est-ce que la décroissance est un projet qui nous tente ou qui est possible, moi, je pense que par fierté, il faut, comme Québécois, puis comme humanité, avant que la planète nous pète dans les mains, avant que des gens aussi nous pètent dans les mains, parce que quand on parle de dépression, de maladie mentale ou d'aliénation, on parle de nos richesses. C'est notre richesse, la santé. C'est notre richesse, la santé mentale, la santé physique. Il faut que, par fierté, on parvienne à transformer le système avant qu'il explose. Ça fait que la décroissance, c'est pas un projet plus ou moins possible. Je pense que c'est une évidence. Qu'est-ce qu'on gagne à perdre comme ça? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le voir? Est-ce qu'on gagne quelque chose dans la décroissance? On gagne une qualité de vie. On gagne plus d'argent. J'ai jamais été aussi riche parce que j'achète à peu de frais. Tout ce que j'ai de besoin, généralement, c'est soit que je me le fais donner, soit que je vais aller à la friperie pour acheter ce que j'ai de besoin, soit je vais regarder sur les petites annonces des particuliers pour avoir ce que j'ai de besoin aussi. On fait du troc, ça me coûte moins cher. On gagne une qualité de vie, on gagne de la santé mentale. De la fierté aussi, Oui, d'être tout à fait. autonome. On revisite aussi des savoir-faire, comme on disait, que nos grands-parents avaient. Mais concrètement, moi, Joe, j'avais une vie au centre-ville de Montréal. J'avais une compagnie qui était florissante, qui était en croissance. Et j'ai fait le choix un jour de venir vivre ici, d'avoir une maison qui coûte 3 fois moins cher qu'en ville, d'avoir un salaire divisé par 2 ou 3, et je suis bien plus heureux. Aujourd'hui, je considère que je suis beaucoup plus riche. Tous les jours, je vais courir dans le parc Iskootuk, qui est à côté de chez moi, puis je me dis, je suis tellement riche. Ça vaut une fortune. Puis c'est du plaisir, c'est de la croissance. Donc, moi, je pense que, la décroissance, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif. C'est ça qui est le problème avec notre culture, c'est qu'on associe ça à une décroissance intérieure ou une dévaluation par rapport aux autres ou à notre culture. Mais au contraire, je pense qu'il y a de la richesse, là. Il faut juste redéfinir richesse. Puis la décroissance aussi, c'est se réapproprier notre temps de vie, finalement. Donc, du temps de vie qu'on a pour échanger avec les autres, créer véritablement des liens. Puis, c'est de se réapproprier un pouvoir, de reprendre possession de qu'est-ce que je peux faire avec ma vie, puis qu'est-ce qui a du sens pour le bien commun aussi. Donc, c'est vraiment de participer à quelque chose qui est beaucoup plus enrichissant puis collectif. Oui, on se réapproprie notre humanité, en fait, en faisant de la décroissance. Mon Dieu, je me sens riche déjà juste à vous avoir parlé. T'sais, Incroyable. Joe, si tu entends ce qu'on est en train de dire, puis que tu as un petit doute sur ta vie, tu as un petit doute sur notre façon de vivre, sur notre culture, sur notre système économique,
Tu as juste à aller voir quelqu'un qui est sur ce chemin-là, qui a commencé cette route-là, puis aller t'inspirer. Tu sais. Moi, c'est ça que je fais. Je fais des documentaires, je vais vers les gens qui vont dans le sens de où j'ai envie d'aller dans la vie. Tu sais. Fait que tu as juste à aller voir tes voisins et dire comment tu fais, toi, comment tu as fait pour réaligner ta vie, pour être plus en cohérence avec ce que tu penses, ce que tu crois. Tu sais. Puis il y a toujours quelqu'un pour nous apprendre des choses. Ben, ça nous amène à la fin, donc on va malheureusement devoir décroître et s'en retourner à la maison. Mais merci d'avoir partagé sur la décroissance. Ça me fait penser à plusieurs choses. Merci. T'es quand même un exemple à suivre d'ascétisme, de minimalisme. T'es quelqu'un qui vit avec peu, c'est ce que tu m'expliquais. Hey, t'es bien smart, mais je t'avouerais que j'ai quand même une tendance à accumuler des choses. Ah oui? Moi, les vieilles affaires de cartes là, que quelqu'un m'a envoyées en 2e année du primaire me disant qu'il m'aime, là, je tendance à garder ça dans un petit tiroir. Ça Tu t'a fais pas- pas ça, toi, garder des petits souvenirs? Non, en fait, non. T'en as combien, mettons, d'objets qui t'appartiennent? Je te dis seulement que tu les as déjà comptés. Non, je saurais pas dire, mais c'est vrai que j'en ai pas beaucoup finalement. T'en as-tu plus ou moins que 44? Si on compte mes vêtements, je pense que j'en ai plus que 44. Mais honnêtement, je suis pas sûr que j'ai 44 objets. Non, mais 44 en tout, là. Robert Greenfield, tu dois pas connaître, là, mais c'est vraiment un activiste de la cause. Il est-tu meilleur que moi? Ben, quand même, il y a juste 44 objets. Comment ça y est venu, cette idée-là, d'avoir 44 objets? Ou à l'âge de 24 ans, ce qui est plus étrange, c'est qu'il voulait devenir milliardaire. Mais l'affaire, c'est que lui a changé. Après, vers l'âge de près 28-29 ans, il s'est acheté une petite tiny house, il vit maintenant avec peu. Il était écœurant, puis dernièrement, c'est ça, il a fait une publication qui montrait qu'il y avait seulement 44 objets. C'est un peu pour choquer. Juste moi, je compte mes cartes postales que j'ai gardées dans un petit tiroir. J'en ai clairement plus que 44. Puis c'est des objets très pratiques. Ben, en majorité, là. C'est du linge, surtout. Puis il habite en Floride. Fait qu'il n'y a pas vraiment besoin de linge très chaud. C'est pratique quand même, parce qu'au Ça Québec, l'aide. là, c'est ça. Déjà en partant, ça te prend des bottes, un manteau, une tuque, un foulard, etc., etc. T'aurais déjà dépassé 44. C'est ça. Ouais, je le comprends. Mais non, vraiment juste des choses pratiques. Qu'est-ce qu'il y a comme objet, genre? Ben, il y a 2 t-shirts, si je me trompe pas. Il y a aussi une paire de pantalons. Il y a une paire de shorts. Tu sais, il pourrait se débrouiller, une brosse à dents. Il fait son hygiène. Il est correct, là. Mais il y a aussi, mettons, des choses comme un autocollant de Gandhi. Toujours pratique. Ouais, Ça te sauve de c'est l'équivalent situations. de mes cartes postales. là. Absolument. C'est ça, je me dis. Chacun son petit souvenir. Oui. Serais-tu game de vivre avec 44 objets? Qu'est-ce que je choisirais? Penses-tu que ça compte les animaux domestiques? Ah, un objet, non. Je pense pas. Qu'est-ce que je ferais sans ma vieille chatte surprise? Bref. Oui, c'est son nom. Ta Ma vieille chatte surprise. s'appelle Surprise. Exact. Ah, on sait jamais qu'est-ce qu'on va y trouver. Ah, des surprises. Mais pas très surprenantes, mais oui, c'est ma vieille chatte surprise. Je pensais que je t'ai jamais montré des photos. Ta vieille chatte Surprise, non? Non. Malheureusement. Et puis Dieu sait que j'aurais toujours voulu voir des photos. Ben oui. Chatte surprise. Absolument. Ah ben non, pas ça. Mais bref, ça ferait déjà un objet peut-être de trop parce qu'elle, elle vient avec une litière, elle vient avec de la bouffe. Bref, il doit se sentir tout seul, ce gars-là. Ah, la solitude. Mais toi, Joe, en fait, est-ce que tu as l'impression que tu participes à la cause? Tu fais-tu quelque chose? Ouh, la décroissance. Avec mon emploi, vous savez, je n'ai pas toujours le temps de faire de la décroissance, malheureusement. Essaye pas, sens-moi pas ton speech. Tu dois faire un petit quelque chose. Je peux pas croire que t'as pas été touché secrètement par la cause de la décroissance. Hey, on fait juste parler de ça. En fait, peut-être de façon... ouais, j'ai un jardin. Donc, Ah! peut-être que je contribue à la décroissance de cette façon-là. Exactement, mais ça te permet d'acheter moins, d'avoir un jardin. Tu vois, toi aussi, t'es capable de faire tes petits efforts. Sauf que je mange pas moins, par exemple. Tu manges. Non, je mange plus. Bon, fait que toujours plus de légumes. Dis-toi que c'est quand même bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Exact. Bienvenue. Hey!